Le froid du matin hivernal caressait calmement les tombes, tandis que les nuages gris envahisseurs du Grand Nord recouvraient de leur masse le ciel. Un cliquetis résonnait dans l'étouffante brume froide, et au fur et à mesure, une couleur rouge sang apparut timidement. Là, marchant dans sa grande droiture, le gardien du cimetière venait de terminer sa ronde matinale. Depuis son armure fine, il suivait un chemin invisible. Après un certain temps, le gardien aperçut une maisonnette à l'allure bien inquiétante. Sans aucune hésitation, il ouvrit la porte et s'engouffra. Bien que petite, cette maisonnette à l'apparence vieille et étrange donnait, une fois à l'intérieur, un cadre beaucoup plus accueillant. Un feu, des livres, une table et des chaises, tout était banal. Le gardien prit soin de fermer la porte derrière lui. Il n'eut à peine le temps d'enlever et de déposer sa cape rouge qu'une voix se mit à résonner. C'était le maître des lieux qui prit au gardien de bien vouloir s'asseoir, car le dîner était prêt. Il s'exécuta en silence et prit place dans la salle à manger. Un vieil homme fit apparition. C'était le propriétaire. À l'apparence lui aussi plutôt chevaleresque, il arborait une étrange tenue, mixte entre une cotte de maille et du vieux cuir. Arborant un grand sourire, il déposa délicatement 2 repas chauds sur la table, puis s'asseya à son tour. Observant un instant le gardien, le vieil homme lui demanda de bien vouloir enlever son casque pour manger. En faisant cette demande, il prononça le prénom du gardien, Guido. Le gardien s'exécuta de nouveau et enleva son casque sans dire un mot. Brusquement, quelque chose toqua à la porte. Guido se leva aussitôt, suivi du vieil homme. Il dégaina son épée puis se rapprocha discrètement. Un long silence de mort régnait dans la maison. Finalement, il entreprit d'ouvrir la porte. Dans un grincement fin, la porte s'ouvrit. Derrière se trouva une silhouette jaune vif. Reconnaissant la couleur entre toutes, le vieil homme se rapprocha soudainement pour ouvrir en grand. Surpris, Guido recula. C'était un soldat de la garnison Tyrannie, l'ordre militaire le plus prestigieux de l'État royaliste, ayant combattu les dragons de Joule, où l'on raconte qu'autrefois en Tadie, il existait un ordre de montagnes nommé Joule. Ces montagnes étaient en fait des dragons, et qu'une fois vaincus, il ne restait qu'une vaste prairie carbonisée. Ou encore que sous l'ordre du roi, ils rayèrent de la carte les marécages de monstres qui pullulaient un peu partout, allant même jusqu'à traquer la source, à savoir des sorcières millénaires, autrefois guerrières. Arborant fièrement une armure d'un jaune éclatant, ils ont pour symbole au centre du plastron et sur leur grande cape d'or une couronne blanche. Une fois en face, le vieil homme s'inclina immédiatement. Quand il releva la tête, il fut surpris de découvrir que le soldat s'était lui aussi agenouillé. Gênés, les 2 hommes se relevèrent mutuellement de façon respectueuse et amicale. Le soldat d'or vérifia les identités de chacun pour être sûr, même s'il était difficile de se tromper, puis il annonça la raison de sa visite. Le roi, Nopol de lui-même, souhaitait s'entretenir avec Guido et son maître, Marcius. Le gardien se rapprocha du propriétaire, puis posa sa main sur son épaule. Quand le soldat d'or comprit enfin, il s'inclina de nouveau, presque forcé par une magie divine. Le vieil homme qui s'était incliné face à lui, à l'apparence presque chevaleresque et au grand respect, était Marcius. On raconte que Marcius n'était qu'à l'époque qu'un simple gamin de 12 ans quand il prit les armes. Étant l'une des innombrables victimes de la calamité, il perdit toute sa famille. Au bord de la faim, il fut sauvé in extremis par un des guerriers d'élite de la garnison du roi d'Auguste I. Une garnison de l'espoir teintée de sang qui n'avait que pour but de terrasser les morts vivants. N'ayant plus rien à perdre, ils les suivirent aveuglément dans les batailles et y fut même intégré avec le temps. Cependant, son rôle avait été déterminant quand il découvrit comment tuer définitivement les cadavres. Détruire l'artefact de haine à l'épicentre du chaos, au cimetière de Déméter. C'est grâce à cette trouvaille qu'ils stoppèrent les massacres et mirent fin à la guerre.
Une guerre qui avait duré beaucoup trop longtemps. La guerre de 140 ans. Le vieil homme gêné se pressa pour à nouveau relever le soldat. Cependant, cette fois, il ne se releva pas. Alors Marcius s'agenouilla à son tour, puis prit sa main. Celui-ci se mit à pleurer, et en silence, les deux guerriers se serrèrent dans les bras. Sans dire un mot, le soldat dehors salua les deux hommes, puis repartit. La brume s'était estompée, et désormais la fine lueur du soleil caressait les tombes environnantes. Guido savait. Il savait pourquoi le soldat d'or pleurait. Car lui aussi avait été sûrement un de ces enfants de cette guerre, que certainement Marcius avait sauvé sa vie ou un de ses proches. Oui, le gardien ne connaissait que trop bien les histoires racontées par les paysans, mais celles de Marcius sont en revanche beaucoup plus réalistes. Que vaut sauver une vie quand des centaines de milliers meurent perpétuant un rituel de violence constant? Que vaut la gloire quand une armée entière se dresse face à une poignée de guerriers exténués? Non, la guerre n'a rien de glorieux ou d'extraordinaire, et ce cataclysme de 140 ans ne fit que traumatiser les vivants. Marcius se releva et ordonna à Guido de se changer. La tenue que portait le gardien rouge n'était faite que pour les visiteurs avides de connaissances sur le grand cataclysme des morts-vivants et les exploits du maître. La véritable apparence des anciens guerriers d'élite de la garnison du roi était bien plus théâtrale. Le gardien portait désormais une armure complète, à la couleur toujours aussi sanglante, ornée d'or sur les côtés et cachant son visage sous un fin voile noir. Ses yeux étaient la seule partie du corps visible. Cette manie de vouloir cacher sa chair était une tradition des guerriers, autrefois obligés, car craignant pour les infections lors des combats. Être constamment en contact avec les cadavres ambulants pouvait également rendre fou, alors il était impératif de cacher légèrement sa vue de ces abominations. Le gardien jubila légèrement quand il ouvrit une mallette cachée sous un fauteuil, comme un enfant ouvrirait ses cadeaux de Noël. Il en sortit un bouclier lourd triangulaire et un fléau d'armes tapissé de piques noires. Ces armes, à l'apparence bien barbare, étaient le réconfort du gardien et souvenir de toutes ces années d'entraînement et d'études sur les méthodes d'extermination des morts-vivants. Pour lui, tout ceci n'était qu'un travail comme un autre, mais avec en plus des traditions et des mises en scène. Oui, il n'était guère différent d'un dératiseur ou d'un désinsectisateur. Simplement, il pariait sa vie. Le vieil homme inspecta le gardien, fit un signe approbateur de la tête et l'accompagna. Tous deux se dirigèrent vers le centre de la place forte de la ville de Déméter. Là, au beau milieu, se trouvait une place gigantesque, éclairée par des millions de lumières venues de toutes parts, certaines volant même dans le ciel de l'aube. Des soldats extraordinaires, à l'allure imposante, étaient placés de manière méthodique. Ces gardes du corps surhumain portaient une sublime armure faite intégralement de jade. Mesurant 5 mètres de haut, possédant certainement plusieurs cœurs ou autres organes internes, ils restaient figés comme des statues au prix mirobolant. Plus Marcius et Guido avancèrent vers le centre, plus l'émerveillement s'intensifiait. Un énorme tapis tissé de rouge et d'or, un soldat de jade paré de médailles et de griffures, portant la bannière enflammée du lion de fer, et enfin, en son centre, un majestueux trône, où était assis le roi Nopol II. Ce trône était d'une taille démesurée pour un homme, mais pas pour le roi. D'un costume fin élégant, il portait un énorme chapeau au long bord. Sa couleur était celui du ciel bleu, son visage caché sous l'ombre de son long chapeau, laissait néanmoins entrevoir un magnifique visage fin. De toute sa présence, le roi à la taille démesurée n'écrasait pourtant personne. Bien au contraire, sa présence était comme réconfortante, comme s'il comblait un vide invisible dans le cœur des gens qui le regardaient. Observant en silence le roi,
Ce n'était que quand il s'adressa à eux que Marcius et Guida reprirent leurs esprits et se prosternèrent. Nopal II salua tout d'abord les deux guerriers et les remercia de leur venue aussi rapide. La voix du roi était grave et résonnante, comme si l'intégralité de son corps gigantesque résonnait sous le coup de ces paroles emplies d'âme. Les deux petits hommes écoutèrent religieusement chaque mot que prononçait leur souverain. Il expliqua que la guerre contre la vengeance des sorcières n'était toujours pas terminée et qu'avec les découvertes récentes sur les créatures du ciel nocturne de Mébo, il était difficile de gérer les événements. Bien que l'état de guerre royaliste ait toujours existé, la paix restait l'objectif final. Malheureusement, les heures étaient de plus en plus sombres et un nouveau danger fit apparition. À ces mots, Guido se releva. Le roi observa les yeux écarquillés à travers le fin voile noir du gardien de cimetière. Le chaos était de retour. La guerre de 140 ans, les morts vivants, la pestilence, les massacres et bien pire encore. Suite à cette révélation, Marcius tomba sur le dos comme un pantin qui en aurait coupé les fils, tandis que Guido resta immobile, baissant calmement la tête. Alors le roi se leva. De toute sa grandeur, il atteignit le toit de certains bâtiments. D'un geste grandiose et solennel, il demanda à Guido de reformer l'escadron de guerriers d'élite d'antan, mais cette fois sans l'aide du roi en personne. Vivifié par la présence et les paroles du roi, le gardien accepta immédiatement, exprimant son grand honneur pour cette mission. Nopal II afficha de son visage sombre un large sourire confiant et prit une décision. Il baptisa le futur escadron Lux Ruglem et ordonna à Marcius et Guido de se diriger immédiatement dans la mégalopole de Némée pour trouver et éradiquer cette menace avant qu'il ne provoque la faim. Le cœur rempli de courage, les deux hommes partirent sur la route sous les ordres du roi. Cependant, ils savaient que cette tâche, bien que sacrée, était certainement la dernière. Désormais, ils marchaient vers leur mort, une mort bien pire que toutes les autres, une mort qui emporte tout sur son passage dans un torrent de souffrance, une mort qui ne pardonnait pas, tourmentant ses victimes sans relâche. Leur mission était sacrée, car tels des martyrs, leur bataille secrète contre ce chaos avait pour but de détruire cette gangrène, avant que le royaume de Grit ne devienne à jamais pourriture.